Donc, bonjour à tous. Mon nom est Amélie Bertrand. Je suis chargée de projet à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC. Donc, c'est avec un grand plaisir que nous vous présentons aujourd'hui notre webinaire sur la spasticité, qui, pourquoi, quand et comment, qui fait partie des recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC. Avant de vous présenter votre conférencier, je veux simplement vous transmettre quelques informations techniques. Donc, tel qu'indiqué dans la diapositive, juste ici, vous devriez être en mesure d'écouter la présentation avec les haut-parleurs de votre ordinateur ou vous joindre par téléphone. Par contre, votre micro sera désactivé. Vous pouvez également déplacer l'écran, l'agrandir ou le réduire à votre guise pour vraiment visualiser la présentation de la meilleure manière qui soit. Pour la période de questions à la fin, vous avez la possibilité de nous envoyer vos questions par écrit dans la section questions. Une fois que Dr. Wynne aura terminé la présentation, je pourrai alors les lui poser directement. Si vous éprouvez des difficultés techniques, n'hésitez pas à nous écrire dans cette même boîte à droite sur votre écran tout au long de la séance. Alors, et voilà. J'aimerais simplement aussi vous mentionner que vous devez vous assurer d'être bel et bien inscrit directement sur la plateforme GoToWebinar. Ceci, ça nous permet ensuite d'un côté de connaître le nombre de participants, mais aussi de vous transmettre par la suite le lien pour écouter l'enregistrement du webinaire sur YouTube, de vous envoyer aussi un certificat de participation et un court sondage pour avoir vos commentaires et suggestions. C'est très important pour nous de recevoir votre rétroaction pour nos futurs webinaires. Donc, allons-y maintenant avec le webinaire. On est très heureux aujourd'hui de vous présenter le webinaire sur la spasticité chez les personnes ayant subi un AVC. Ce webinaire, présenté par Dr. Theodore Wayne, offrira des renseignements relatifs aux recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC. Dans cette présentation, le Dr. Wayne passera en revue la documentation actuelle et les pratiques exemplaires en matière de gestion et d'évaluation de la spasticité, y compris les mesures à privilégier pour déceler, évaluer et traiter les patients présentant des signes de spasticité et assurer aussi une prise en charge continue de ceux-ci. Donc, votre conférencier, le Dr. Wayne, est professeur adjoint de neurologie et de neurochirurgie à l'Université McGill. Il travaille actuellement à l'Hôpital général de Montréal, à la clinique de prévention de l'AVC. Dr. Wayne a obtenu son doctorat en médecine de l'Université du Vermont et a complété sa résidence en neurologie à l'Université McGill. Il a ensuite complété 2 ans de formation complémentaire en maladie vasculaire cérébrale à l'Université du Texas, ainsi qu'une formation complémentaire en neuromusculaire de l'Université du Michigan. En plus de son fort intérêt pour les soins aigus de l'AVC et en prévention secondaire de l'AVC, Dr. Wayne est activement impliqué dans le rétablissement post-AVC. Depuis quelques années, il est également membre du comité scientifique du Sommet québécois sur l'AVC, présenté par Cœur et AVC. Je vous souhaite donc un bon webinaire et je passe la parole à Dr. Wayne. Merci. Alors, merci beaucoup, Amélie, puis bonne année à tous. Attends, j'ai un petit problème technique ici. Parfait. Alors, bonne année à tout le monde. Alors, mon nom est Ted Wynne, je suis neurologue à l'Université McGill. Puis ici aujourd'hui pour vous parler au sujet de la spasticité. Un sujet qui est vraiment intéressant. C'est un des facteurs qui, si c'est présent, pronostic et mauvais pronostic pour nos patients. Puis je vais essayer de vous convaincre qu'on doit être un peu plus agressif d'adresser la spasticité, d'identifier le dans la phase aiguë post-AVC, puis voir c'est quoi le bénéfice si on fait des interventions dans les premiers 3 mois. Parce que d'habitude, c'est un traitement qu'on utilise la toxine botulininique puis les autres médicaments oraux, mais d'habitude, on attend environ 3, 4, 5, 6 mois avant qu'on va traiter nos patients. Alors, puis mes divulgations, je suis présentement la chef des lignes directrices de la Fondation de cœur, mais j'ai reçu des honoraires, j'ai fait des projets de recherche pour toutes les compagnies qui font les toxines botuliniques. Alors, comme tu vois ici, il y a tout le contenu de ce programme, c'est mes opinions, puis c'est basé sur nos lignes directrices sur strokebestpractices.ca, puis c'est tout. Alors, aucun biais potentiel. J'ai déjà expliqué que j'ai reçu des fonds de recherche de toutes les compagnies qui font la toxine botulinique.
Alors, nos objectifs pour cet après-midi, c'est premièrement de reconnaître les cas de spasticité chez les personnes qui ont subi un AVC dans la phase aiguë, surtout sur les unités des AVC. C'est quoi le taux de la spasticité dans la phase aiguë? Reconnaître que la spasticité peut se manifester pendant la phase aiguë, d'être au courant que ça existe. Puis finalement, de discuter l'importance du dépistage et de traitement précoce de la spasticité et l'importance de suivre ces patients à long terme, surtout dans les premiers 2 ans après un événement. Oups. Est-ce qu'on peut reculer? Oh, parfait. Alors, la définition de spasticité, c'est vraiment variable. Puis la vérité, c'est la plupart du temps, on ne traite pas des personnes pour la vraie spasticité. La définition utilisée le plus souvent, c'est celle qui est par Dr. Lance, qui était un physiologiste, qui est vraiment définie par un changement en tonus qui change de vitesse et de tonus avec une vitesse d'une direction ou l'autre. Puis c'est toujours associé avec des réflexes vifs. La vérité, c'est que la plupart des patients qu'on voit sont des personnes qui ont des changements de tonus, mais pas nécessairement la vraie définition de spasticité. Puis cela nous empêche de vraiment prouver ou démontrer c'est quoi les thérapies les plus efficaces si on mélange des personnes avec des changements de tonus. Puis à date, une des limitations de toutes nos études en spasticité, c'est est-ce qu'on utilise la vraie définition ou est-ce que la vérité, c'est que tout le monde qui a un changement de tonus à cause d'une lésion de la système nerveux central est presque pareil? Puis je vais vous dire non, qui sont un peu différents. On va avoir la spasticité, on va avoir la spasticité dystonique, puis on va adresser bientôt. Plus récemment, on a eu une nouvelle définition faite par le Dr. Pandayan et collègues qui a été adoptée par l'Association européenne des neurologues. Puis ils ont redéfini la spasticité comme un trouble de contrôle sensimoteur. Alors, on a besoin d'un changement, pas seulement dans le système moteur, mais le système sensitif aussi, toujours lié à cause d'une lésion ou une blessure de la système nerveux central, qui est caractérisé par des contractions involontaires, intermittentes ou continues des muscles. Puis, cette définition était basée sur des caractéristiques positives du syndrome pyramidal, alors encore un changement dans la tonus de muscle, et ça exclut des caractéristiques négatives, comme la réduction de l'activité motrice volontaire. Alors, c'est toujours la même chose qui est inclue dans toutes les définitions qui existent pour la spasticité, qu'on doit avoir un problème de la système nerveux central, qu'on va avoir un manque de tonus dans le bras. Mais si on doit vraiment avoir des réflexes vifs, c'est d'être dépendant d'une direction pour qu'il change le tonus, est encore une controverse dans la littérature médicale. Puis, une des déficiences de cela, c'est inclure plein de personnes dans nos études de recherche, mais avec des types de spasticité dépendant de définitions qu'on utilise, qui est vraiment différent. Alors, on n'a pas une population homogène d'habitude qu'on étudie dans toutes ces études. Si on regarde dans cette image ici, c'était créé par mon collègue Jörg Wissel en Allemagne. Ça a démontré qu'on doit avoir premièrement une lésion de la système nerveux central qui va nous donner une paralysie. Avec une paralysie d'un côté, on va avoir un raccourcissement des tendons. On va développer à la fin des contractures. Alors, si on ne traite pas la spasticité, ça va finalement terminer avec une contracture. Puis pour moi, si un patient développe une contracture, par moi, la définition, c'est de spasticité mal contrôlée. Alors, on veut vraiment éviter ce dernier aspect de contracture ici. Parce qu'avec une paralysie, on peut avoir plusieurs types de spasticité. On peut avoir la spasticité classique qu'on vient de définir. On peut avoir une spasticité dystonique, ça veut dire des personnes qui vont marcher, puis le bras va en flexion, le poignet va en flexion, ou un pied en boîte à quin qu'on voit quand personne marche. C'est surtout une dystonie, puis sont un peu plus difficiles à utiliser. Avec une paralysie, on va avoir une sous-utilisation d'un membre, on va avoir de plasticité au niveau de la moelle et supraspinale au cerveau, puis on va avoir un changement plastique au cerveau qui finalement, si c'est pas traité, on ne change pas cette cercle d'activité ici, va finir avec une contracture de patient. Le but et l'objectif de traiter la spasticité, c'est surtout de prévenir des contractures à long terme parce que cela est lié avec le plus mauvais pronostic pour nos patients post-AVC.
Alors, on va parler bientôt de la toxine botulininique, mais vraiment, on prend un des médicaments le plus sexy au monde, puis on traite une population qui n'est pas vraiment, premièrement, sexy, puis deuxièmement, il n'y a pas beaucoup des articles sur la spasticité. Si on regarde le nombre des articles sur spasticité post-AVC, sur PubMed, il y a environ 532 articles qui sont publiés. Si on regarde le soin par infirmière post-AVC, on a presque 6500 de réadaptation post-AVC, presque 5800 personnes qui sont là. Alors, on manque de données, c'est comment de traiter la spasticité, quand c'est le temps optimal de traiter la spasticité. Puis, en traitant la spasticité dans la phase aiguë, est-ce que ça va vraiment changer le pronostic de patients à long terme? La plupart de nos études qu'on fait, c'est des personnes avec des spastités chroniques. Puis, je ne suis pas convaincu que la réponse au traitement 8 ans après un événement neurologique c'est pareil qu'une personne qui vient d'avoir un AVC. Avec un événement 8 ans après, on va avoir de fibrose des muscles, un raccourcissement des tendons, puis tout ça rend le traitement de spasticité beaucoup plus difficile d'établir un bénéfice efficace pour nos patients. Alors, la spasticité post-AVC est systématiquement démontré que la spasticité après un AVC a des effets négatifs sur la qualité de vie, puis on veut avoir une réintégration sociale, on veut aider la qualité de vie de nos patients, puis on doit vraiment adresser la spasticité. Si vous avez la spasticité, ça monte à risque des chutes, ça monte à risque des fractures, puis ça augmente le fardeau des aidants. Les coûts directs sont quadruplés, alors 4 fois plus haut dans une personne qui survit un AVC avec spasticité que sans spasticité. Alors, c'est nous qui payons le prix de façon économique puis de façon sociale avec la réintégration sociale qui est évitée dans cette population. Si on regarde nos lignes directrices pour traiter la spasticité, on ne suggère pas fortement d'utiliser des attelles. Vraiment, on suggère fortement d'utiliser la toxine botulinique, comme tu vois ici. On a dans d'évidence que des personnes post-AVC plus tard, ça veut dire plus que 3 à 6 mois, on a des évidences de niveau A. Mais les dernières versions des lignes directrices suggéraient est-ce qu'on a des bénéfices de la toxine botulinique dans la phase aiguë? Puis la réponse c'est niveau C, on ne sait pas vraiment. Un problème, c'est tous les monographies de produits pour la toxine botulinique conseillent d'utiliser le médicament après 6 mois. Puis tout le monde a peur si on va traiter des patients dans la phase aiguë, quand on va changer leur réadaptation, qu'on peut les rendre faibles, on peut limiter leur intégration dans la réadaptation. Puis moi, je vais dire à l'envers. Je pense que si on les traite dans la phase aiguë, on va monter le nombre des patients qui sont capables de participer dans la réadaptation dans la phase aiguë. Puis je vais essayer de vous prouver que le traitement dans la phase aiguë diminue l'invalidité à long terme de nos patients. Alors, si on regarde l'utilisation de la spasticité avec les toxines botuliniques, on voit qu'on a beaucoup d'évidence de niveau A sur traiter la membre supérieure avec 2 des toxines botuliniques. On a niveau évidence A aussi. C'est pas tous les molécules qui sont pareilles, mais si tu regardes quand on utilise le médicament, c'est toujours conseillé dans les études de recherche de la faire plus que 3 mois après l'événement. Mais on va essayer dans cette conférence aujourd'hui d'adresser qu'est-ce qui se passe si on traite les patients dans la phase aiguë ou avant 3 mois. Alors, une question que je vous demande, c'est qui entre vous qui participe dans ce webinaire a un protocole dans votre établissement pour identifier identifier la spasticité dans la phase aiguë? C'est la première question pour tout le monde. La deuxième question, c'est avez-vous des protocoles pour suivre vos patients à long terme? Alors, dès qu'ils quittent votre unité ou quittent votre centre de réadaptation, est-ce qu'il y a des suivis après 3 mois ou 4 mois? Parce que maintenant, à Québec, on a moins de 3 mois de réadaptation. La plupart, c'est supposé d'être 21 jours comme patient interne, peut-être 1 an en externe. Mais après ça, qui suit les patients? Puis, est-ce qu'il y a un moyen de suivre ces patients qui sont à risque de développer la spasticité? Finalement, combien de temps après un événement initial est-ce que les patients devraient-ils subir un dépistage de la spasticité? Alors, moi, j'ai une clinique de prévention d'AVC. On traite des personnes post-AVC aussi, puis on suit nos patients un minimum de chaque 6 mois.
Mais laisse-nous regarder qu'est-ce que la littérature médicale nous démontre comme l'incidence de la spasticité. Alors, premièrement, c'est quoi l'importance d'identifier la spasticité dans la période précoce? Alors, dans la période précoce, le risque est élevé, surtout des personnes avec des grandes AVC qui vont avoir des mauvais chiffres sur l'échelle Rankin ou l'indice Barthel. Alors, si vous êtes sévèrement affecté, vous êtes à risque d'avoir de spasticité. C'est une population qu'on doit suivre à long terme. Plus important, les équipes, on va dire, antidisciplinaires doivent apprendre mieux reconnaître les symptômes et les signes, surtout les médecins. D'habitude, les physiothérapeutes et ergothérapeutes, puis l'équipe d'AVC est vraiment orientée, mais les médecins doivent être un peu plus agressifs pour l'identifier parce que ça va changer notre approche aux patients. Ça va aider des patients d'être intégrés dans la réadaptation dans la période précoce. Puis, j'espère que ça va diminuer les taux des événements à long terme. Puis ça va aider la réintégration sociale. Alors, si on va diagnostiquer et traiter la spasticité, on peut réduire le risque d'une adaptation secondaire, on peut diminuer les déficits dans leurs ensembles, on peut les aider à retourner au travail, on peut les aider avec leurs activités au quotidien. On doit avoir des buts objectifs pour traiter la spasticité, mais tous ces buts et objectifs sont de les aider avec leur intégration sociale. Puis surtout, on veut les améliorer pour les bons résultats thérapeutiques à long terme en réadaptation. Alors, entre vous, lève votre main, je vais rien voir, mais lève tes mains si tu crois qu'un traitement rapide de la spasticité améliore les résultats thérapeutiques à long terme. Alors, si tu vas traiter quelqu'un dans les premières semaines, est-ce qu'ils vont avoir un meilleur pronostic si on les traitait 2 ans après leurs événements? Deuxième question, qui croit qu'une intervention tardive, alors on va dire plus que 2 ans après leurs événements, va avoir une influence sur la réponse de patients au traitement? Alors, est-ce que la toxine botulininique, on utilise les mêmes dosages moins de 2 ans de spasticité ou plus de 2 ans de spasticité? Est-ce que ça va avoir une influence? Qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'un traitement précoce a des récupérations sur les résultats thérapeutiques à long terme? Est-ce que ça va changer la pronostic? Est-ce qu'ils vont être plus fonctionnels, moins fonctionnels? Est-ce qu'on va limiter leur réadaptation si on les traite dans la période précoce? Ce sont les questions qu'on va adresser bientôt. Alors, première question, quand j'ai fait mes formations aux États-Unis, puis quand j'ai retourné au Canada, j'ai dit on doit évaluer la spasticité. Puis la plupart de mes collègues ont dit, mais on peut l'évaluer, mais ça n'arrive jamais dans la phase aiguë. Alors, laisse-nous regarder la littérature médicale qui vient surtout d'Europe pour voir c'est quoi la prévalence de spasticité dans la phase aiguë. Ça veut dire les premières moins de 4 semaines, on va dire, post-AVC. Alors, si on regarde la première étude, avec cette étude norvégienne, je pense, de Lundström et collègues, entre 10 à 10 jours, 4% des personnes ont eu une spasticité sévère qui avait besoin d'être traitée. À un mois, c'était 27%. Dans l'étude de Sommerfeld, la prochaine, si on regarde des personnes avec un changement de tonus, 5 jours après, c'était presque 20%, un peu plus haut de 20% qui étaient affectés. Puis dans l'étude de Whistle et collègues, 2 semaines post-AVC, 1 sur 4 patients, alors 25 patients, ont eu de spasticité. Un minimum de 10% de ces patients ont eu des échelles Ashworth, plus de 3. Alors, c'est clair qu'on voit la spasticité dans la phase aiguë. Ça peut arriver dans la première semaine. Puis, un minimum de 10% des personnes vont avoir une spasticité avec une échelle à Ashworth plus haut de 3 qui nécessite vraiment un traitement. Alors oui, ça arrive, puis je vous encourage d'avoir des protocoles dans vos hôpitaux ou centres de réadaptation pour identifier la spasticité dans la phase aiguë. Si on regarde la prochaine étude ici, c'était fait par Opheim et collègues. Ils ont regardé c'est quoi le taux de spasticité, puis ils ont trouvé la même chose. Presque 25% des personnes 3 jours post-AVC ont eu de spasticité. Après 10 jours, c'était presque un peu plus haut de 40%. Puis dans la prochaine étude, Dr. Wissel en Allemagne a regardé qui va avoir la spasticité avec une échelle Ashworth plus haut de 2 dans les premières 2 semaines. Pas encore, c'était 1 sur 4. Alors peut-être qu'ils vont avoir des patients qui sont un peu plus malades que ce qu'on voit ici. En Europe, d'habitude, on va avoir des centres à glycémie qui voient seulement des cas compliqués, un peu plus sévères. Mais c'est clair qu'environ 1 sur 4 patients
avec des AVC sévères vont avoir une spasticité qui nécessite un traitement qui arrive dans les premières 2 semaines. Si on regarde qu'est-ce qui produit la spasticité, on n'a pas beaucoup de bonnes données ici. On sait que vous êtes paralysé, tu vas développer de spasticité. Si vous avez une échelle Ashworth plus haut de 2, dans plus qu'une articulation, ça monte la risque. Si vous avez une hémiplégie spastique, 6 semaines post-événement, ça produit une spasticité sévère. On a déjà parlé de l'échelle de Barfel qui démontre que si vous avez une mauvaise échelle Barfel, ça montre le risque d'avoir la spasticité. Puis c'est clair que des personnes avec la spasticité 4 mois post-AVC vont avoir la spasticité à long terme. Mais ceux-là ne sont pas des bonnes données parce que ça dit vraiment si vous êtes paralysé et spastique, tu vas être spastique à long terme. Alors, on manque des bonnes choses pour prédire qu'est-ce qui va prédire la spasticité. Si on regarde sur cette diapo ici, c'est surtout pour regarder les autres paramètres qu'on a regardés. Qu'est-ce qui produit la spasticité? Puis vraiment, les choses qui ont sorti, c'est une grande faiblesse. Alors, une échelle sur 0 sur 5, moins de 2 produit la spasticité. Puis si tu veux avoir une augmentation de tonus dans les premiers 10 jours, ça va produire la spasticité aussi. Aussi, des déficiences sensorimoteur produisent la spasticité. Une raison pourquoi des personnes ne veulent pas traiter la spasticité dans la phase aiguë, c'est sur cette diapo ici. Puis c'était fait par ma collègue Jörg Bissel, surtout pour démontrer c'est quoi l'évolution de spasticité. Alors, si on regarde ici, on a 23 patients au commencement de l'étude qui ont eu des changements de tonus à leur niveau de base. Si on regarde la première suivie, qui était 2 semaines post-AVC, on voit ici qu'on a quelques personnes qui ont eu la tonus a retourné à normal. Il y a des autres qui ont développé de spasticité. Puis si on regarde la dernière image ici, pour la deuxième suivie à 16 semaines, on voit ici que 10 patients ont eu une augmentation de tonus, mais ça a disparu après 16 semaines. Alors, l'idée, c'est si on va traiter quelqu'un ici, dans la phase aiguë, qui a des tonus, c'est intéressant pour dire que plus qu'un tiers des personnes, le tonus va disparaître. Alors, est-ce qu'on peut prédire qui va avoir du tonus qui va rester à long terme, qui est vraiment à risque d'avoir de spasticité à long terme? L'étude Salgot a été faite en Europe, surtout pour voir c'est quoi l'évolution de la spasticité en évaluation chaque jour dans la phase aiguë. Puis deuxièmement, de voir ce qu'on peut prédire qui va développer la spasticité à 1 an, puis qui va avoir une spasticité sévère. Alors, c'est un peu difficile de comprendre, mais sur cette diapo ici, ils ont trouvé que des personnes qui ont eu des mauvaises échelles sur le Fugl-Meyer, sur le membre supérieur, qu'une mauvaise Fugl-Meyer dans les premières 2 semaines a vraiment réduit la spasticité à long terme. Puis vraiment, si votre Fugl-Meyer est moins de 12 dans les premières 10 jours, c'était la plus grande chose qui a produit une spasticité sévère et la contracture à 1 an. Ce n'est pas une échelle qu'on utilise très, très souvent, mais il y a d'évidence, surtout dans les patients qui sont sévèrement handicapés, qu'une mauvaise échelle Fugl-Meyer à 10 jours produit la spasticité à plus que 90% au 10e jour post-événement neurologique. Alors peut-être c'est quelque chose qu'on doit considérer à utiliser. Celle-ci est une étude que j'ai faite avec une de mes collègues à l'Université de Cincinnati. On a regardé tout le monde qui a eu un AVC. On a regardé qu'est-ce qui s'est passé à 3 mois parce qu'on n'a pas des données dans la littérature dans l'Amérique du Nord. Puis comme les Européens, on a trouvé de spasticité environ 23% des personnes. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est à 1 an, environ 20% des personnes ont développé de spasticité. On a eu de spasticité aussi. Quand tu vois, on a environ 11 patients qui sont décédés. Mais qu'est-ce qui est intéressant, c'est l'incidence des nouveaux cas de spasticité qui n'étaient pas là à 3 mois, puis on l'avait vu à 12 mois. Alors, c'est environ 11% des personnes vont développer de spasticité qui nécessite un traitement entre la période de 3 mois et 1 an. Alors, pour l'instant, on suit nos patients pour un minimum de 1 an pour voir s'ils vont développer la spasticité, parce que c'est clair qu'on doit faire des suivis après
le visite de 3 mois qui est standard ici au Québec post-AVC avec les médecins, où on va dire oui ou non à spasticité. Mais c'est clair qu'une sur 10 patients va développer la spasticité. Puis c'est pour ça que toutes les lignes directrices en Europe, au Canada, puis aux États-Unis suggèrent d'évaluer vos patients chaque 6 mois pour l'évolution de spasticité. Alors, j'essaie d'avancer. Parfait. On a aussi regardé si on peut trouver des autres choses qui prédisent qui va développer la spasticité. On a vu une corrélation des patients étaient un peu plus jeunes aux États-Unis. Deuxièmement, on a trouvé que des personnes ne travaillent pas. Puis finalement, sur l'échelle NIH, qu'ils étaient un peu plus affectés sur l'échelle NIH. Puis il y avait plus des fumeurs qui ont développé la spasticité. Quand même, on n'a rien vraiment qui nous aide beaucoup à prédire qui va développer la spasticité. On a regardé des autres facteurs de risque. On a trouvé des personnes avec des maladies de l'artère carotide étaient à plus haut risque, presque 5 fois plus haut d'avoir la spasticité. D'habitude, une occlusion de l'artère carotide va vous donner un plus grand AVC, alors peut-être plus de spasticité, 2 à 3 fois la risque avec une historique des ICT et l'autre pression. Quand même, ça ne nous aide pas parce que c'est presque tous nos patients qui vont avoir ces facteurs de risque. Alors, la prochaine question, c'est est-ce qu'on peut traiter la spasticité dans la phase aiguë, puis est-ce que ça va nous aider, oui ou non? Alors, dans cette première étude, je vais vous présenter, puis ce sont des petites études ici. On parle d'une vingtaine de patients dans chaque étude que je vais vous présenter ici. Cette étude a été faite par Elizabeth Cousins puis Anthony Ward à l'Angleterre. Puis ce qu'ils ont fait, ils ont trouvé des personnes avec de faiblesses dans les premières semaines post-AVC. Puis il l'avait injecté avec demi-dosage de toxine botulinique ou un quart dosage de la toxine botulinique. Ce qu'ils ont trouvé, c'est si vous êtes complètement paralysé, alors une échelle 0 sur 5 sur votre force, puis vous avez reçu demi-dosage de toxine botulinique, qu'on a fait un suivi à 20 semaines, on a trouvé qu'il y avait moins de personnes qui étaient injectées dans la période précoce avec la toxine botulinique qui ont développé de spasticité. Alors, ça suggérait qu'on peut modifier l'évolution de spasticité en traitant les patients dans la phase aiguë. Une autre étude qui a été faite, est-ce qu'on peut reculer une diapo, s'il vous plaît? Alors, dans cette étude faite par Hess et collègues, ils ont eu la même approche, mais ils ont fait deux choses. Ils ont regardé des personnes qui ont eu une échelle de 2 ou plus sur l'échelle Ashworth. Ils ont regardé des changements de tonus dans les fléchures des doigts. Puis ils ont utilisé l'échelle Fugl-Meyer, celle qui a été utilisée dans l'étude Salgott que j'ai présentée avant, qui produisent la spasticité à long terme. Puis ce qu'ils ont trouvé, qu'une infiltration avec des personnes qui sont vraiment flacides, 0 sur 5, la force, ont diminué la chance de développer la spasticité quand ils ont fait la suivi à 16 semaines. Encore une petite étude de 18 patients dans cette étude qui a démontré qu'on peut modifier l'évolution de la spasticité dans ces patients. Plus récemment, Raymond Rosales a fait une étude, il vient des Philippines, puis il a fait une étude où il a cherché des patients avec une force moins de 2 sur 5 dans les membres supérieurs, une échelle Ashworth plus haut de 1+, qui était là à 2 semaines post-AVC. Puis il avait injecté avec de toxines botuliniques. On ne va pas parler des dosages puis la technique, mais ils ont trouvé qu'ils étaient capables de changer la tonus des personnes qu'on les avait suivies jusqu'à 24 semaines. Puis si tu regardes ici sur cette diapo ici, tu vois, si on fait l'évaluation à long terme, on voit un grand changement dans l'échelle Ashworth. Les patients injectés ici démontrent une diminution dans l'échelle Ashworth. Ceux qui n'étaient pas injectés, on voit qu'il n'y a aucun changement. Alors, c'est clair qu'il y a de sécurité, puis il y a un effet clinique qu'on peut changer le développement de la spasticité ou la sévérité de la spasticité dans les patients traités dans les phases aiguës. Ils ont regardé est-ce qu'il y avait un point spécifique, mais ça ne fait rien si c'était le poignet, le coude, le pied. On voit ici des valeurs P
très, très efficace, 0.0001 pour changer la tonus des personnes. On va voir aussi qu'on a presque un petit effet sur l'échelle Rankin aussi pour démontrer qu'on change la qualité de vie de nos patients. Dr. Rosales, après ça, a fait une méta-analyse pour voir s'il y a des autres études disponibles qui démontrent la même chose. Ils ont trouvé 6 études qui ont démontré que oui, on peut changer le tonus. On n'a pas changé l'invalidité dans la groupe générale. Il y avait des petits points d'invalidité qui étaient démontrés de changer. Alors, c'était clair qu'on peut avoir une efficacité ici. Mais si on regarde, est-ce qu'on peut changer la tonus moins de 3 mois post-AVC? La réponse est absolument oui. On voit ça ici par un presque 2 fois plus efficace de changer le tonus de patient. Si on regarde dans les prochaines diapos ici, on a regardé l'invalidité globale. Il y avait une tendance que ça va aider les patients, mais pas de façon significative. Mais si on regardait des paramètres individuels dans le B ici, ont été changés des buts et des objectifs spécifiquement, surtout la réintégration de la réadaptation dans la phase aiguë. Alors, un fort argument qu'on doit identifier ces patients dans la phase aiguë. Puis, deuxièmement, qu'il y a une petite littérature de 6 études basées seulement sur 300 patients, mais ça démontre qu'il y a une tendance qu'on peut clairement changer le tonus basé sur l'échelle Ashworth. Puis, il y a certains paramètres sur les échelles d'invalidité qu'on peut changer aussi. La prochaine question, est-ce que ça change notre approche si on traite quelqu'un dans la phase aiguë ou à long terme? Alors, dans cette étude ici, puis c'était vraiment une petite étude, je vous dis ça maintenant, c'est 9 patients qui étaient moins de 2 ans ou moins de 1 an de leurs AVC, puis ils ont regardé des personnes qui étaient plus que 2 ans post-AVC. Puis c'est une étude chinois qui a été faite, puis ils ont démontré qu'on va avoir plus des effets dans un groupe sous-aigu qu'un patient chronique. Alors, qu'est-ce qu'ils ont démontré? Puis c'est un peu difficile ici, mais ils ont démontré qu'on va avoir un grand changement dans la tonus dans la groupe sous-aigu qui était vraiment, c'était comme moins de 3 mois, puis l'autre groupe était plus que 5 ans post-AVC. Puis si on regarde qu'est-ce qui se passe ici, si on regarde des changements dans l'échelle Ashworth, si on injecte le même dosage de Botox ou de toxine botulinique dans les fléchures de coude ou de poignet, on va avoir plus d'efficacité dans la groupe qui est sous-aiguë que la groupe chronique. Alors, c'est mieux de traiter vos patients dans la phase aiguë, pas à long terme. Pourquoi est-ce que c'est important? Ici, c'est les dernières 3 études de recherche qui ont participé avec la toxine botulinique. Puis si on regarde le temps moyen avant que le patient ait été traité avec la toxine botulinique, dans l'étude Mobility, une étude faite ici au Canada, l'âge moyen d'événements neurologiques jusqu'au premier traitement de toxine botulinique, 8 ans. Si on regarde l'étude BEST, une étude faite au Canada, Allemand, puis la Suède, environ 6 à 8 ans avant le premier traitement. Alors, c'est pas seulement nous au Canada, c'est un processus global où des personnes attendent pour traiter nos patients. Mais comme je vous ai démontré sur la dernière diapo, de traiter les patients dans la phase aiguë ou plus précoce, c'est beaucoup plus efficace avec beaucoup des meilleurs résultats. La dernière étude que j'ai faite, c'est l'étude de 116. Ça vient d'être publié l'année dernière. Ça s'appelle l'étude Reflex. Mais notre temps moyen jusqu'à traiter les patients était 4 ans. Dans cette étude aussi, on a démontré que si tu traites les patients moins de 2 ans, on utilisait un dosage de toxine botulinique qui est beaucoup plus petit. Si vous avez des patients qui ne répondent pas à leur première infiltration de toxine botulinique, j'encourage de contacter le médecin pour dire peut-être utiliser un dosage de minimum de 100 unités plus haut pour avoir d'efficacité. Alors, Dr. Rosales, celle des Philippines, est en train de faire une autre étude qui s'appelle On Time. L'idée de l'étude, c'est d'évaluer des patients avec des échelles Ashworth plus haut de 2 dans la phase aiguë, ça veut dire moins de 3 mois, puis on va faire des réinfiltrations si l'échelle Ashworth est plus haut de 1. Il a déjà publié un peu de ses résultats ici, puis je ne vais pas réviser toutes les données ici, mais de façon préliminaire, il a démontré que si tu traites quelqu'un dans la phase aiguë,
on est capable de démontrer qu'on a on a plus des patients vont survivre, puis on va avoir moins de spasticité. Vraiment, le nombre des cas de spasticité s'est coupé en demi. Mais ce qui est ils ont démontré ici, ça prend combien de temps pour être réinjecté sur cette diapo. Si tu regardes le placebo ici, tu vois que il y a beaucoup plus de patients qui doivent être réinjectés. Puis toujours de réinjecter dans la phase aiguë diminue la tonus à long terme. Alors c'est clair que on est capable avec la toxine botulininique d'être capable de modifier le développement puis la progression de la spasticité. Alors ici aussi, il démontre c'est quoi les changements de l'échelle Ashworth, puis on voit une grande différence entre semaine 4 à 12 ici. Toujours avoir un effet dans la phase aiguë, puis on regarde les effets secondaires. Personne n'était empêché de participer dans la réadaptation à cause de leurs infiltrations. Alors pourquoi rapidement évaluer la spasticité? L'identification de précoce, il y a des facteurs de risque que j'ai déjà parlé, mais 10 jours avec des déficiences sensitives moteurs avec une échelle Fugl-Meyer très bas réduit la spasticité. On peut commencer rapidement la réadaptation si on traite la spasticité dans la phase aiguë. La plupart des changements d'origine neurologique de tonus musculaire se produisent entre 1 et 3 mois, mais 1 sur 10 patients va développer la spasticité à 1 an. D'attendre que la spasticité soit développée, pour moi, c'est dire qu'on a perdu la bataille. On veut éviter le développement de spasticité, puis surtout la contracture, qui est le plus mauvais facteur pronostic pour produire qui va récupérer de leurs AVC. Puis les traitements de réadaptation administrés dans les 3 mois suivant l'AVC ont plus de chances de procurer des bienfaits pour le patient. C'est clair, le plus de temps qu'on attend pour traiter nos patients, le moins de réponses qu'on va avoir pour nos traitements. Pourquoi est-ce qu'on le traite? Ça peut empêcher la participation dans la réadaptation, ça peut diminuer les raidures, ça peut diminuer les douleurs. On ne veut pas attendre, on ne veut pas développer de fibrose des muscles, on ne veut pas avoir un raccourcissement des tendons qui va empêcher la réponse à notre traitement. De regarder le traitement jusqu'au développement de spasticité, pour moi, c'est comme on perd la bataille. On commence à traiter dès qu'on a déjà commencé de perdre la bataille contre la spasticité et la contracture. La spasticité chronique entraîne des changements rhéologiques. J'ai parlé de fibrose des muscles et des contractions. Le traitement précoce prévient l'atrophie des tissus mûrs et peut prévenir les contractures. Et dans un sondage mondial, environ 50% des patients admissibles pour les implantations de toxines botulininiques ne reçoivent pas ce traitement. Alors, de façon mondiale, on a un manque des données, un manque d'énergie, un manque de focus. Pourquoi on doit traiter la spasticité? L'étude On Time a suggéré que le traitement précoce par injection de toxine botulinique retarde le développement de la spasticité. C'est ce qu'on veut faire. On ne veut pas avoir des changements de tonus. Le traitement précoce peut modifier la progression. La spasticité est une forme de mésadaptation. La plastique qui progresse au fil du temps, ça peut changer l'évolution de cette maladie. Puis je dis, la spasticité est vraiment une maladie sur une autre maladie de notre AVC, par exemple. Mais pour moi, c'est une des choses les plus graves qui doivent être agressées le plus vite et le plus rapidement possible. Puis on doit effectuer une intervention précoce avec la toxine botulinique. Si on regarde nos lignes directrices, ça suggère que la toxine botulinique, c'est le meilleur traitement pour nos patients. Ça dit que c'est après 3 mois, mais j'espère que vous avez donné un peu plus des données. On a 2 études qui sont en train d'être faites maintenant pour confirmer que l'efficacité dans la phase aiguë, c'est sécuritaire, puis aussi efficace. Mais avec tous les études que vous avez présentées, en plus de 400 ou 500 patients qui étaient traités dans la période précoce. Alors, je vais terminer avec cela en vous encourageant d'avoir des protocoles dans vos hôpitaux pour identifier la spasticité, puis surtout d'avoir des protocoles pour suivre les patients à risque de développer la spasticité, puis les suivre pour un minimum de 1 an. Je vous remercie pour votre temps, puis je suis très content de prendre et répondre à tes questions.
Alors, un grand merci, Dr. Wayne, de nous avoir présenté les données actuelles et aussi les meilleures pratiques en matière de gestion et d'évaluation de la spasticité. Alors, la période de questions est ouverte. Si vous voulez nous faire parvenir vos questions dans la boîte de questions juste à droite de votre écran, on va pouvoir les poser directement à Dr. Wayne là, pour une dizaine de minutes. Donc, on va commencer tout de suite avec une question ici qui fait allusion à la récupération pour la force musculaire. Donc, est-ce qu'il y a des études qui évaluent s'il y a des effets négatifs sur la récupération de la force musculaire si on utilise la toxine botulique en phase aiguë, donc tôt dans le traitement? Alors, une très bonne question. Alors, dans la méta-analyse des 6 études qui étaient présentées par Dr. Rosales, il n'y avait aucun effet secondaire ou une faiblesse était créée qui a empêché pour un patient de se participer dans la réadaptation. Dans la deuxième étude de Dr. Rosales de 48 patients seulement, il y avait personne à date dans cette étude qui était empêché de participer dans la réadaptation. Au contraire, dans les études, ils ont regardé, ils ont démontré que ça a augmenté par un grand 20 à 25 des personnes qui étaient capables de participer dans la réadaptation et dans la réadaptation dans la phase aiguë, qui d'habitude vont être exclus de la réadaptation parce qu'ils n'étaient pas capables de participer à cause d'être pas capables d'avoir un pied en bonne position, de porter un attelle. Alors, à l'envers, ça a monté le nombre des personnes qui étaient capables de participer dans la réadaptation. Comme je l'avais dit, on a 2 études qui sont en train d'être faites, l'étude On Time de Dr. Rosales, puis une autre étude européenne qu'on fait maintenant qui va regarder cette question aussi. Mais à date, de façon préliminaire, puis le congrès de toxines botulinques, c'est la semaine prochaine, je vais avoir des autres données, mais à date, il n'y a rien qui suggère qu'on a affaibli un patient qui les avait empêchés de participer dans la réadaptation. Je suis de retour de vacances. De réadaptation. Je m'excuse. Oui, donc pour la réadaptation, merci pour la réponse à cette question. On en a une prochaine ici qui demande si une personne doit continuer le Botox à vie, j'imagine pour bénéficier là, des bienfaits de ce traitement-là. Alors, c'est une très bonne question, puis malheureusement, j'ai pas une réponse scientifique. Toutes les études regardent le changement dans la tonus avec l'échelle Ashworth à 1 mois, puis après ça, c'est une étude ouverte jusqu'à 1 an. Je vais vous dire qu'environ 3/4 de mes patients vont avoir la toxine botulique à vie. Environ 10 à 15% on va passer avec 2-3 injections, puis notre 10% des personnes vont arrêter. Mais je vais dire plus que 3/4 des patients vont avoir les infiltrations à vie. C'est un peu difficile de faire une étude de recherche. J'ai passé 1 semaine en Australie cette année parce que là, vous êtes approuvé seulement pour 4 infiltrations de toxines botuliques si vous avez des assurances publiques pour vos médicaments à vie. Mais ces patients en Australie, si tu fais un AVC, vous avez de réadaptation, alors physiothérapie, ergothérapie à vie. Alors tout le monde est là comme 3 fois par semaine avec la physiothérapie à vie qui est aussi efficace, mais la bénéfice, mes collègues me disent là-bas, la toxine botulique, ensemble avec la physiothérapie, d'après eux, c'est le traitement le plus efficace. Mais pour répondre à votre question, simplement, plus que 3/4 des patients vont avoir ces infiltrations à vie. D'après moi, la première année, c'est une progression graduelle, puis ça arrive qu'on arrive à un nouvel niveau de base pour la fonction de patient. Souvent, les patients disent ça n'a plus d'effet, alors je ne peux pas continuer, mais dès qu'on arrête les infiltrations, on remarque que 3 mois plus tard, ils ont régressé et la tonus a augmenté. Merci. La prochaine question. Pour les injections, recommandez-vous pour le membre supérieur des injections spécifiques pour la main et le coude versus la main, le coude et l'épaule? Donc, en résumé, est-ce qu'il y a plus de risque de luxation de l'épaule avec des injections qui incluent main, coude et épaule? Alors, une limitation qu'on a ici de façon technique, c'est la monographie nous limite à 360 unités.
D'habitude, je traite le main, coude, épaule en même temps, sans problème, sans séquelles. Ça dépend de pattern de spasticité qu'on voit avec les patients, qu'est-ce qu'on doit adresser. Mais personnellement, je trouve le traitement le plus efficace, c'est qu'on traite chaque membre, chaque articulation qui est affectée par la spasticité en même temps. Merci. La prochaine question. Pour les patients qui développent la spasticité, quelles sont les contre-indications médicales à utiliser la toxine botulinque, comme dans un contexte de soins aigus plus particulièrement? Yeah, il n'y a pas vraiment des contre-indications. Les seules contre-indications, c'est si la patiente fait une maladie de la jonction neuromusculaire. Alors, s'il y a seulement 2 maladies ou 3 maladies, la première, c'est la myasthénie grave. La deuxième, c'est le syndrome de Lambert-Eaton, qui est très, très rare. Puis, la dernière, c'est un peu stupide, mais les personnes avec le botulisme, on va les pas injecter. Il y a comme effet négatif quelques cas dans la littérature où des personnes vont être injectées, puis rarement il peut avoir un syndrome de faiblesse partout, où on pense que la toxine botulinque va présenter partout dans le cœur. Puis surtout dans les personnes avec la paralysie cérébrale ou des AVC sévères qui vont avoir une dysphagie sévère, on doit faire attention qu'on peut aggraver cela. Puis pour ces patients, on va les observer, on dit à la famille qu'ils sont à risque d'avoir une pneumonie d'aspiration comme séquelle. Merci. La prochaine question. Donc, en phase aiguë, quels seraient vos critères pour traiter la spasticité? Est-ce que le client doit présenter des signes en particulier ou un score précis sur l'échelle Ashworth? Yeah, alors, je pense pas que l'échelle Ashworth c'est nécessairement la meilleure échelle. Alors, première chose pour moi, si la spasticité empêche une participation dans la réadaptation, c'est une indication claire. Si la spasticité cause de douleur, c'est un autre aspect. Si la spasticité empêche les dents de soigner aux patients, c'est le troisième critère. On a fait une demande de CIHR pour faire une bourse pour répéter une des études où si on voit quelqu'un qui a un Fugl-Meyer qui est sévère sans spasticité, est-ce qu'on peut les injecter dans la phase aiguë puis diminuer le risque de développer la contraction ou la spasticité à 1 an? C'est encore un aspect de recherche. Alors, j'encourage pas tout le monde d'injecter des personnes avec des échelles Ashworth de 0. Mais peut-être dans le futur, si on peut identifier une population en risque, on va les adresser. Je pense que n'importe qui avec une échelle Ashworth de 2 ou plus doit être injecté pour changer la pronostic. Rarement, je vais traiter une plus dans la phase aiguë. Mais pour l'instant, j'ai pas d'évidence médicale vraiment pour supporter cela. Mais j'espère dans les dernières 2 ans, on va avoir 2 ou 3 études qui ont regardé traitement avec le commencement de développement de spasticité, si on va l'éviter à long terme. Vraiment, les objectifs pour mon conférence, pour moi personnellement, c'était de faire une autre chose. C'est pas nécessairement de les injecter avec la toxine botulinque, mais surtout pour moi, la chose la plus importante, c'est d'identifier ces patients. Parce que malheureusement, ici au Québec, le temps moyen de traitement, de développement de spasticité jusqu'à traitement, on perd de 5 ans pour la plupart de nos patients. Puis c'est pour ça que je veux premièrement identifier les patients. Après ça, on peut adresser les meilleurs formats de les traiter. Et pour faire le lien justement avec les meilleures façons de les traiter, est-ce qu'il y aurait d'autres modalités de traitement comme de la médication, de la réadaptation, etc.? Alors, c'est clair que la réadaptation est très, très efficace. Puis dans la littérature australienne, ils sont vraiment agressifs. Malheureusement, on n'a pas le temps ou la disponibilité où personne paye pour comme 3-4 heures de physiothérapie, 3 jours par semaine à long terme pour nos patients. On a des médicaments oraux comme de Baclofen puis de Zanaflex. Baclofen, je trouve pas ça vraiment efficace puis ça rend les personnes endormies puis c'est contre-indiqué dans la ligne directrice. On les donne au niveau C parce qu'il n'y a pas des études randomisées. Avec Zanaflex ou Tizanidine, il y a une étude randomisée qui a démontré que ça peut diminuer la spasticité dans les personnes post-ABC, mais 80% des patients n'étaient pas capables de tolérer le médicament à long terme, alors c'est pas pratico-pratique, puis ça rend les patients endormis.
On a de baclofen intrathecal qu'on peut donner. Il y a une étude qui a été publiée qui démontre une spasticité sévère post-AVC peut avoir un baclofen intrathecal qui a été démontré d'être efficace. Malheureusement, ce n'est pas couvert par la Régie d'assurance maladie pour des AVC. On peut essayer d'utiliser les ATEL et des stimulateurs fonctionnels aussi. Ils ne sont pas indiqués dans nos lignes directrices. Puis à date, on n'a pas vraiment de disponibilité ou c'est pas couvert par nos assurances. Alors, si on regarde quelle molécule est vraiment indiquée pour le traitement de la spasticité, on a les toxines botulininiques, puis on a le Zanaflex ou tizanidine qui n'est pas toléré par 80% des patients. Je pense que l'utilisation des ATEL, des stimulateurs électriques sont possibles, mais ils sont des traitements qui sont utilisés en conjonction avec la toxine botulinique. Puis je pense que la physiothérapie à long terme, il y a un bénéfice de ça. C'est toujours une question qui va payer pour ce traitement. Ensuite, au niveau de la détection de l'évaluation de la spasticité, est-ce que c'est possible que les signes soient seulement présents lors d'une activité et presque indétectables au repos? Oui, absolument. Je ne sais pas qui a fait ce commentaire, mais absolument. Alors, j'ai parlé au commencement qu'on a la spasticité classique, où on prend un membre, on le bouge, puis on va avoir plus de rigidité, puis de réflexes vifs. Mais probablement le type de spasticité qu'on voit le plus souvent, ce qu'on appelle une spasticité dystonique. Puis les exemples d'une spasticité dystonique, c'est une personne va commencer à marcher, puis tout à coup, le bras qui avait un léger changement de tonus va aller complètement en flexion, plus que 90 degrés. Ils vont fermer leurs mains. Alors, c'est vraiment une dystonie qu'on va avoir. Puis aussi avec un pied en boîte à camp, d'habitude, il y a des fois, on voit rien, puis on demande le patient de marcher. Tu vas noter deux choses. Tu vas avoir un pied en boîte à camp à cause de mouvement. Puis deuxièmement, il y a plusieurs patients qui vont avoir une dystonie des fléchures des petits orteils dans le pied. Alors, ils vont se mettre debout, puis tout à coup, les orteils grimpent. Alors, ces patients marchent sur les orteils, ils vont perdre leur équilibre, puis ils vont tomber. Je viens de voir un patient qui a eu ça, qui a sorti ici à Montréal, a tombé sur la rue parce qu'ils ont commencé à marcher avec leurs bottes, puis la trottoir, puis la glace, puis ils ont tombé. Alors, souvent, on a des spastités au repos, mais on a la spasticité dystonique qu'on va avoir avec des mouvements. Donc, si on retourne aux injections de la toxine botulinique, est-ce qu'il y a une fréquence suggérée ou une quantité maximale tolérée? Alors, la monographie de produit dit d'habitude d'attendre un minimum de 12 semaines. D'après moi, plusieurs de ces molécules ne durent pas 12 semaines, puis il y a des médecins qui vont baisser jusqu'à 10 semaines. Je veux dire, la plupart de mes patients sont injectés chaque 3 mois. Et il y a un nouveau produit qui s'appelle Dysport, qui est notre toxine botulinique, que la compagnie dit que ça peut durer jusqu'à 4 mois. Le problème avec de faire des injections trop souvent, c'est que la toxine botulinique, c'est une toxine, alors on peut développer des anticorps. Alors, de faire les injections plus fréquentes, on peut développer des anticorps qui vont arrêter la fonction de toxine botulinique. Alors maintenant, il y a une étude qui est en train être faite avec une de mes collègues aux États-Unis, David Simpson, qui a coupé la dosage qu'il utilise d'habitude de toxine botulinique par 50%, mais fait les infiltrations chaque 8 semaines. Au contraire, il y a une autre compagnie qui vient de développer une molécule recombinant. Alors, il avait changé de façon génétique la toxine botulinique, c'est que ça peut durer beaucoup plus longtemps. Puis ils vont commencer leurs études de recherche ici l'année prochaine, puis on va participer dans cette étude de recherche. Alors pour l'instant, la plupart des patients, c'est chaque 3-4 mois, mais il y a quelques-uns qui vont être injectés peut-être chaque 10 semaines des fois. Moins de ça, on ne le conseille pas. La semaine prochaine, je vais faire une présentation sur une étude qu'on a faite en Europe, puis aux États-Unis, où il y a quelques patients qui sont injectés plus que 6 fois par année. Alors, les médecins font ce qu'ils veulent, mais de façon idéale, puis si on suit la monographie de produits,
c'est chaque 12 semaines. Merci. On va prendre rapidement la dernière question. Suite à une injection, est-ce qu'il y a un protocole de mobilisation ou de positionnement particulier? Oh, excellente question. Alors, non. Alors, la réponse est non. C'est clair que le positionnement de patients peut réduire la spasticité. Des personnes avec des infections, rétention urinaire sont tous des stimules qui peuvent aggraver la spasticité. On est en train de créer des lignes directrices pour le positionnement de patients, mais c'est toujours avec tous en extension puis essayer de limiter la flexion des articulations dans vos patients. Alors, un grand merci. Je pense que votre présentation a suscité énormément de questions. Donc, on a tenté de répondre à la plupart d'entre elles. Donc, encore une fois, je vous remercie tous d'avoir été présents aujourd'hui et de participer à la série des webinaires sur les recommandations canadiennes pour les pratiques optimales de soins de l'AVC. Donc, suite à la présentation d'aujourd'hui, vous allez recevoir par courriel dans les prochains jours le certificat de participation ainsi qu'un petit sondage là, pour connaître votre rétroaction sur le webinaire d'aujourd'hui. Et puis, le lien pour écouter la séance sur notre chaîne YouTube. Donc, sur ce, je vous invite à retenir les dates suivantes. À l'automne prochain, il y aura le Congrès canadien de l'AVC à Ottawa en octobre, ainsi que le Sommet québécois de l'AVC le 15 novembre. Pour les prochaines dates de webinaire, alors je vous demanderai de rester à l'affût de vos courriels, possiblement un à la mi-février, mais vous devrez recevoir des nouvelles sous peu. Alors encore une fois, merci Dr. Wayne et merci à tous d'avoir été présents et à la prochaine. Merci.